retard, bienvenue à tous et bonjour à tous. Bienvenue du coup à ce webinaire qui portera sur l'avenir de la gestion de la donnée extra-financière. Voilà, c'est le troisième webinaire qu'on fait conjointement avec l'AFR, donc les acteurs de la finance responsable. Très rapidement, pour rentrer dans le sujet, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, moi je vais me présenter. Ça permettra peut-être à ceux qui ne sont pas encore arrivés d'arriver. Donc moi je suis Maxime Cuny, je travaille pour Scaled Risk. Nous, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la partie gestion de données et on est particulièrement concerné par les solutions, par les enjeux ESG et notamment la donnée extra-financière, parce que c'est concrètement ce qu'on fait chez Scaled Risk, c'est-à-dire sur la partie ESG, être capable et permettre à nos clients de réconcilier de la donnée extra-financière avec de la donnée financière, de régler les problèmes de qualité et de régler les problèmes réglementaires. Donc, pourquoi on lance ces séries de webinaires? Parce que ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille sur les enjeux ESG et en ayant fait un peu le tour du marché, en ayant rencontré des gestionnaires d'actifs, des assureurs, des banquiers privés, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'éclaircissement sur certains points, que ce soit des enjeux réglementaires ou des enjeux data. Et donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, on a fait les deux derniers webinaires étaient sur les questions réglementaires. Aujourd'hui, c'est d'aborder les enjeux sur la donnée extra-financière, sa gestion et surtout son avenir. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on est très bien accompagné, puisqu'on est accompagné de Émilie Béral, donc executive director chez Vigeo, Noël Boza qui a lancé son entreprise qui s'appelle Zei, sur laquelle il reviendra un peu plus en détail, et Paul Allard, qui est CEO de l'agence de mesure Impact, d'Impact Impact. Voilà, donc Paul, on te laissera te présenter un peu en dernier, parce que je vais te laisser un peu le temps de te réveiller, parce que il est un peu tôt là-bas. Et comme d'habitude, donc moi je suis accompagné pour modérer cet échange de Sarah Labbé, qui est cofondatrice et secrétaire générale de l'association AFR, donc les acteurs pour la finance responsable. Donc, ce que je vous propose avant d'entrer un peu dans ce webinaire, c'est une petite présentation de chacun. Donc, Émilie, je vais te laisser te présenter, nous dire quelques mots au sujet de Vigeo. Ah, Émilie, ton micro est off. Alors, je vois qu'il y a des petits problèmes de son. Ok, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ok, problème technique. Bonjour à tous, Émilie Béral, donc effectivement, je suis, comme l'a dit Maxime, je suis directrice exécutive au sein de Vigeo Iris. Je suis plus spécifiquement en charge des méthodes d'innovation et de la qualité. Et donc, ça fait 15 ans que je travaille dans cette agence. Et au cours de ces 15 dernières années, en fait, j'ai pu témoigner de l'accélération justement sur le marché de l'ISR et de l'ESG. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence Vigeo Iris, c'est une agence de notation. Donc, ça fait plus de 30 ans en fait qu'on opère. Donc, c'est une agence qui a été issue de la fusion entre Vigeo et Iris en 2015. Donc, on a par ce biais-là effectivement regroupé des visions d'Europe continentale en fait en matière d'ESG avec la vision anglo-saxonne. Et depuis l'année dernière, en fait, on est affilié au groupe Moody's qui nous permet justement d'avoir une fertilisation croisée d'expériences à la fois en matière d'ESG et d'analyse crédit. Et je pense que ces évolutions-là aussi traduisent un certain nombre de choses sur le marché de l'ISR qu'on va pouvoir aborder plus tard. Donc, à date, le groupe Vigeo Iris est composé de 300 personnes. On est un acteur global. On opère sur 10 pays. Et on produit en fait de la recherche, de l'évaluation des benchmarks et de la donnée à la fois pour des clients émetteurs et pour des clients investisseurs. Côté émetteur, en fait, ça va être l'intégration ESG dans des nouvelles formes de financement comme les obligations vertes ou durables ou les Sustainability Linked Loans. Et pour les investisseurs, en fait, ça va être un set de données ESG qui vont taper sur différentes thématiques, carbone, ESG, SDGs, etc., mais aussi sur des sujets différents en fonction des classes d'assets. Voilà pour Vigeo Iris. Okay, merci Émilie. Paul, du coup, je vais te laisser te présenter rapidement Impact. Merci. Oui, il n'y a pas une vraie web conférence virtuelle sans problème technique, sinon ce n'est pas de l'authentique. Alors, on en a eu, c'est parfait. Je ne voyais plus le bouton du micro, je m'inquiétais. Donc, bonjour à tous. Alors, de notre côté, Impact Finance est une agence de notation d'impact, c'est-à-dire
agence qui fait des analyses d'impact, qui est la prochaine génération de l'évolution dont on a entendu parler par Émilie, qui existe toute la première génération d'analyse ESG, qui s'est inventée. En fait, on n'aurait pas pu exister sans ce travail de 20 ans. Mais aujourd'hui, les enjeux sont importants. C'est d'avoir beaucoup plus de rigueur, d'avoir une méthodologie qui soit comparable pour que tous les acteurs de l'économie, que ce soit les acteurs financiers, que les émetteurs, puissent de la même manière que les bilans financiers utiliser un standard qui soit comparable pour éviter ce qu'on voit trop souvent sur le marché de l'impact du greenwashing. Donc aujourd'hui, Impact a été créé pour utiliser, on est une entreprise à mission. Notre mission, c'est d'utiliser la FinTech pour aider les acteurs financiers d'intégrer ce niveau de qualité et de rigueur et de transparence au niveau des données d'analyse d'impact qui soient complètes et qui soient rigoureuses. C'est le plus gros problème de l'heure pour qu'on puisse voir scaler la transformation vers une économie d'impact, c'est-à-dire cette transparence d'une rigueur de chaque émetteur au niveau d'un bilan d'impact, de la même manière qu'on a un bilan financier, pour que les grands acteurs de l'économie qui prennent des décisions d'investissement, d'achat au niveau des fournisseurs et ou de prêts sur la base non plus de la performance financière, mais de la performance d'impact. Mais la clé, transparence, universalité et rigueur. Et c'est là que le marché commence à se tendre d'aller avec beaucoup plus de rigueur et d'exigence. Voilà. Ok, bah super, bah merci beaucoup Paul. On va continuer les présentations. Donc Noël, je t'en prie, vas-y. Ouais, alors bonjour à tous. Désolé, depuis le petit bug, j'ai plus du tout l'option d'activer la caméra. Donc c'est un peu moins sympa, mais on va faire avec. Donc je suis Noël Bozal, le fondateur de Zei. Alors, Zei est un peu différent de Impact et de Vigeo, car on est avant tout une plateforme qui permet d'accompagner les entreprises dans la structuration de leur démarche d'impact et RSE et ESG, et qui permet surtout de pouvoir partager et communiquer cette donnée en open source le plus largement possible auprès de ses clients, de ses salariés, des talents et des investisseurs, dans l'objectif d'accélérer le ROI qu'une entreprise peut avoir grâce à sa RSE, son ESG et son impact. Le constat de base est assez simple, c'est qu'il y a la grande majorité des consommateurs et talents aujourd'hui qui veulent mieux consommer, qui veulent avoir du sens à leur job, mais qui n'ont pas accès à l'information, qui ne savent pas comment comprendre et comparer ce que font les entreprises. C'est le cas aussi des investisseurs qui sont à la recherche de cette information, notamment pour les fonds qui investissent dans des entreprises non cotées. Et de l'autre, la grande majorité des entreprises qui veulent agir, parce qu'elles sont conscientes que c'est un levier indispensable aujourd'hui en termes de compétitivité, mais qui ne connaissent pas encore leurs enjeux, qui ne savent pas comment piloter et progresser, et surtout qui ne savent pas encore comment communiquer et partager justement cette information auprès de leurs parties prenantes. Et donc on a inventé à Zei un algorithme et une matrice qui permet de générer pour chaque entreprise les critères d'impact et ESG les plus pertinents. Donc c'est au total plus de 1200 critères d'impact et RSE qui sont rattachés à 200 secteurs d'activité, 10 tailles d'entreprise et 300 caractéristiques, et qui permet de guider toutes les boîtes pour comprendre leurs enjeux et mesurer là où ils en sont, de manière vérifiée. Et derrière, Zei sert aussi d'outil de pilotage de progrès et surtout alors j'aime pas trop le terme, mais de Yuka ou de glace d'or de la RSE pour le partager à mes parties prenantes et avoir un véritable ROI. Et donc pour les fonds d'investissement, on propose pas qu'une solution de collecte d'informations, mais une solution d'accompagnement à l'impact de leurs membres qui permet en plus d'aller récupérer l'information pour le pilotage de la donnée ESG. Super, écoute, merci beaucoup Noël pour cette explication et merci à tous les trois pour ces explications. Ça promet des discussions intéressantes. Et moi, du coup, on va terminer ce tour de table par Sarah, modératrice. Sarah, je te laisse te présenter et de présenter un peu le programme du jour. Merci beaucoup Maxime et merci à tous pour être présents aujourd'hui. J'en profite pour répondre à une première question qui est dans le chat. Est-ce qu'il y aura un replay de l'événement? Je vous confirme oui. Vous le recevrez, je pense, en fin de journée, aujourd'hui ou demain, le replay ainsi que le support pour ceux qui se posent la question.
Afin d'enchaîner, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Sarah Labbé, cofondatrice de l'association AFR, les acteurs de la finance responsable. Notre association rassemble à peu près une centaine d'experts de la finance. Et cette asso, elle a pour ambition de rassembler, de fédérer et de former les professionnels de la finance sur les grands sujets liés à l'ESG, à la finance durable, à la finance solidaire. Bref, on est assez inclusif sur ces sujets-là. Je suis aussi consultante pour l'entreprise Scale Risk que j'accompagne dans le cadre du développement de la plateforme ESG qu'il développe. Et dans le cadre de cette activité, je travaille quotidiennement sur les questions de traitement, de mise en qualité, d'utilisation de la donnée extra-financière, en particulier pour les sociétés de gestion. Et enfin, j'exerce aussi en tant qu'intervenante dans plusieurs universités sur tous les grands enjeux liés à la finance responsable et à l'éthique dans la finance. Peut-être, donc pour démarrer, comme vous l'avez bien compris, la gestion de la donnée extra-financière, ce sera le thème de notre échange aujourd'hui pour l'heure du déjeuner. En effet, dans un univers financier qui est dominé par tous les grands sujets de la data, on peut s'interroger sur les modèles économiques qui sont en place et aussi sur l'avenir du traitement de cette donnée extra-financière et de sa commercialisation. Cet échange sera donc l'opportunité de confronter des visions, des modèles économiques, des façons de travailler qui sont parfois différentes, souvent complémentaires, afin qu'on puisse se projeter dans les années à venir sur ces sujets-là. Nous soulèverons durant cet événement pas mal de questions qui challengent les acteurs financiers. C'est quoi la différence entre l'ESG et l'impact ? Quelles sont les contraintes liées à la récupération de cette donnée, à la mise en qualité de toutes ces informations ? Comment on peut assurer la disponibilité de la donnée, en particulier chez les acteurs du non-coté ? Et dans un monde idéal, à un prix le plus raisonnable possible. Quels sont aussi les ponts entre ces données extra-financières et les obligations réglementaires qui se développent de plus en plus ces dernières années? Et donc, toutes ces questions vont être débattues par nos invités, que je souhaite encore remercier une seconde fois pour avoir accepté notre invitation. Et du coup, peut-être avant d'entamer notre échange, un rapide cadrage du sujet. Quand on parle de data, de données extra-financières, ESG, de quoi est-ce que l'on parle exactement ? Eh bien, ces fameuses données ESG, ça va être toutes les informations qui concernent les entreprises et qui nous permettent de les analyser au-delà des données financières, au-delà des bilans, des comptes de résultats, des ratios. Parce qu'une entreprise, je pense que vous le savez tous, c'est pas seulement des résultats financiers, c'est bien plus que cela. Une entreprise, c'est un capital immatériel, c'est le savoir-faire, la culture d'entreprise, le capital humain. Une entreprise, ça génère aussi des impacts sur les écosystèmes, sur la société, sur son tissu local, etc., etc. Et tous ces enjeux peuvent nous permettre, en tant qu'investisseurs, d'affiner nos choix et aussi de mieux percevoir les opportunités et les risques. Et donc, tous ces grands sujets, on les traite très facilement en les appelant critères ESG, donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, forcément, le développement de ces pratiques d'analyse dans la finance va engendrer la nécessité d'obtenir un maximum d'informations sur les émetteurs. Et c'est à ce moment-là que nos invités entrent en jeu. Dans leur rôle de fournisseur de données extra-financières, ils proposent à leurs clients de nombreuses informations qui vont permettre d'affiner la prise de décision et aussi depuis très récemment, depuis hier, puisqu'hier on était le 10 mars, de répondre à certaines contraintes réglementaires. Et donc forcément, du fait de ce nouveau cadre, je pense donc en particulier à Disclosure, mais aussi potentiellement à la taxonomie européenne, le marché commence finalement à devenir de plus en plus mature. On observe aussi une évolution des attentes des institutions financières concernant cette donnée. Au-delà des notations, des avis éclairés, on a de plus en plus d'acteurs financiers qui souhaitent obtenir de la donnée brute parce que ça va leur permettre de répondre à leurs contraintes réglementaires ou potentiellement aussi de développer des modèles d'analyse en interne pour pouvoir créer par exemple des stratégies, des trajectoires de degrés, tout un tas de choses. Et toutes ces informations-là vont me permettre peut-être d'entamer avec une première question qui sera pour Émilie. J'imagine que toutes ces évolutions réglementaires de marché ne t'ont pas échappé. Et la première question que je voudrais te poser, c'est comment un acteur comme Vigeo fait face à toutes les évolutions des attentes de ses clients? Où est-ce que vous en êtes sur la mise en œuvre des informations permettant de répondre aux obligations de disclosure et comment ça évolue pour vous cette année? Alors, Émilie a un petit problème de micro. Malheureusement. Je viens d'être informé, donc on essaie de régler ça en régie. Ça marche, peut-être une seconde question, bien sûr. Pour pas casser le rythme du
webinaire. On a 3 intervenants, les 3 ont des visions intéressantes. Je vais peut-être me permettre d'avancer un peu dans le débat et Paul, je vais te donner la parole directement. Donc, Impact, c'est une agence de mesure d'impact. Et je pense qu'on est pas mal à vouloir mieux comprendre cette différence qu'il peut y avoir entre l'ESG et l'impact. Peut-être un peu plus nous éclairer sur ce point. Effectivement, ça bouge. Oui, le son est bon, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, c'est super. Good. Alors, il y a beaucoup, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous dans le même secteur, on pousse tous dans la même direction, que ce soit ZEI, que ce soit Vigeo, que ce soit nous. Et on essaie effectivement d'améliorer cette visibilité de l'impact de toute organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit la Croix-Rouge ou que ce soit Total. Certains ont plus d'impact négatif, certains ont plus d'impact positif, mais on est tous à essayer de travailler à augmenter cette transparence. Voici. Ceci étant dit, la première génération, comme j'expliquais tout à l'heure, de données ESG aujourd'hui sont structurellement, sans tout cet effort de développer des méthodologies maison, qui sont la plupart des méthodologies maison, alors qu'il n'y en avait pas, c'était des efforts essentiels pour se rendre à ce que j'appelle la seconde génération, qu'on a entamé il y a quelques mois et qu'on voit accélérer avec les nouvelles réglementations. Essentiellement, la donnée ESG, c'est une donnée qui structurellement a 3 grands défauts, tels qu'on l'appelle. Parce que la donnée ESG, c'est un acronyme qui dit environnement, social, gouvernance. Mais si on parle des agences de notation, comme on les connaît, Vigeo, Sustainalytics, les premières générations, ont 3 défauts majeurs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, ils regardent, historiquement, ils ont surtout regardé l'aspect des impacts négatifs. La seconde chose, c'est que la plupart, ce sont tous des méthodos maison qui sont donc non comparables. Et même s'ils sont bonnes, mathématiquement, pourquoi il y a eu les IFRS, c'est qu'on puisse comparer des pommes et des pommes pour qu'on puisse éviter justement le greenwashing ou l'impact washing. Et troisième chose qui est plus fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, l'approche ne peut plus être une approche du type, je prends par exemple les grands fournisseurs de données brutes, MSCI, qui a par exemple 52 critères, dont le carbone, et qu'ils appliquent ces mêmes critères avec des oui, non à toutes les entreprises, ne tient pas la route en termes méthodologiques. Donc, ce qui s'est passé dans le marché, c'est qu'en 2015, il y a tous les grands acteurs qui mettaient des standards du type GRI, PRI, SASB, etc., se sont tous mis ensemble pour dire comment peut-on régler ce problème et d'amener beaucoup plus de rigueur dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est bien défini à l'international, l'analyse d'impact. Et l'analyse d'impact va, en plus d'inclure les données brutes de base de données ESG, qui sont des données d'effort, va beaucoup plus loin pour essayer de mesurer ce qu'on appelle non les outputs, mais les outcomes, qui sont des données de résultats. Et ça, c'est important. Et aussi, ils ont donné beaucoup de règles, à savoir, lorsqu'on regarde une organisation, on ne choisit pas n'importe quoi ou n'importe quel indicateur. Il faut regarder d'abord les indicateurs matériels, c'est-à-dire ceux qui sont les plus importants à diminuer en termes de mitigation des impacts négatifs. Et avec une double matérialité, ce qui veut dire on regarde du point de vue du financier et de la bénéficiaire. La même chose pour les impacts positifs. Et le troisième élément, qui est le plus important, qui manque tellement à l'approche ESG traditionnelle, la mise en contexte. C'est-à-dire une donnée absolue veut absolument rien dire. Une donnée relative veut dire une histoire. C'est-à-dire donc chaque donnée qu'on récolte, que ce soit une donnée CO2 si elle est matérielle ou que ce soit une donnée biodiversité avec un outil comme celui de la CDC, ben, il faut remettre en contexte et il y a des règles très strictes qu'on met en pratique dans nos analyses d'impact, c'est-à-dire c'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est quoi l'évolution, c'est quoi l'objectif, c'est que ça vient d'où et le contexte, le comparable, etc., etc. Et qui donne un bilan d'impact, c'est ce qu'on fournit, et qui inclut tous les données ESG, mais qui va beaucoup plus loin, qui interprète, contextualise et qui est capable de donner une histoire claire du bilan d'impact holistique, 360 degrés, d'une organisation et qui permettent aux financiers, finalement, d'avoir beaucoup plus de qualité de données pour mieux gérer le risque, mieux gérer les opportunités et bâtir sur la base de données qualitatives des produits structurés et qui évitent du greenwashing ou de l'impact washing parce que c'est sur la base d'une donnée, d'une méthodologie qui est universelle et transparente. Voilà. Alors, l'ESG est essentiel, mais est une petite partie qui doit être dans un
ensemble d'un bilan d'impact lorsqu'on fait un bilan d'impact, une analyse d'impact. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Paul, pour cette explication. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, le ESG Impact, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Enfin, l'un va pas sans l'autre. C'est assez intéressant. Et, du coup, bah, on a abordé pas mal de sujets. Enfin, tu as abordé pas mal de sujets dans ta présentation, notamment sur ces sujets donc aussi de données pures et de la donnée brute. Hein. Donc, du coup, je me retourne vers Émilie qui a retrouvé le son. Bah, on a deux petites questions sur ça. C'est donc comment on passe d'un univers de notes à un univers de la donnée brute et comment ils évoluent en fait les gammes de produits du fait de toutes ces nouvelles réglementations, particulièrement en Europe sur ça. Ouais. Est-ce que vous m'entendez du coup, c'est bon? Oui. Très bien. Très bien. Donc, yes, I'm here. Vous ne me voyez pas, mais au moins vous avez le son. Je vais y arriver peut-être avant la fin du webinaire. Bon, bref, j'aimerais effectivement rebondir sur ta question, Maxime, mais aussi rebondir sur ce qu'a dit Paul. Effectivement, je pense qu'il y a un amalgame entre l'opinion et la data sur le marché aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui des agences de notation, mais parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre ce qui relève d'une méthodologie qui supporte une opinion versus effectivement des bases de données en fait qui vont aller chercher les data brutes qui permettent, sur lesquelles derrière on peut effectivement produire des opinions sur de performance. Et donc du coup, quand on regarde le marché et l'accélération réglementaire dont on parlait, effectivement, donc avec le règlement de disclosure maintenant qui est en place, en fait c'est une réelle opportunité sur le marché de la data à proprement parler. Ça va permettre effectivement de lutter contre ce risque de greenwashing dont parle Paul. Ça permet aussi, et ça va accélérer, je pense, la capacité de tout un chacun à pouvoir avoir accès à de l'information qui soit complète, pertinente et comparable. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Ça étant dit, en fait, les agences de notation, en fait, sur l'ESG, elles existent depuis plus de 30 ans et elles ont quand même réussi, effectivement, à développer des méthodes qui permettent de dire quelque chose, en fait, qui permettent de dire quelque chose sur les entreprises, sur leurs performances. Et ce qui est important, c'est de comprendre ces méthodologies et de savoir ce qu'elles disent, en fait, et ce qu'elles disent pas. Et donc, du coup, moi, sur ce débat, en fait, en lien avec les agents, je pense qu'il faut toujours revenir à bien comprendre les méthodologies parce qu'elles voilà, elles veulent dire quelque chose et elles ont un objectif qui n'est pas forcément le même que celui de la data. Ce qu'on a observé donc, sur ce marché historiquement, c'est que ces données existent aujourd'hui, même de manière fragmentée, qu'elles existent principalement de manière qualitative. On arrive sur le quanti justement grâce à des réglementations comme Disclosure, mais on sait très bien que les entreprises n'ont pas encore maturé suffisamment pour pouvoir nous fournir ce niveau d'information qui est requis par tout le monde. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir ce genre d'évolution réglementaire, mais ce n'est pas une fin en soi. On sait que ça va prendre du temps pour tout le monde pour pouvoir s'approprier ces sujets, mais c'est un vrai levier pour pouvoir arriver à des choses qui soient de plus en plus pertinentes. L'autre limite que je vois, donc au-delà du fait que ça va prendre du temps, c'est aussi le fait qu'il y a des maturités différentes selon les régions du monde. On sait que l'Europe est en avance, mais on voit aussi que l'approche et la manière dont les Américains ou les Chinois abordent le sujet, en fait, est vue de manière complètement différente. Donc, je pense que effectivement, on va arriver à faire progresser les choses, mais ça va être sur la durée. Et ce que je vois positivement, en fait, c'est qu'il y a des initiatives qui permettent de rapprocher les visions différentes. Donc, sur la taxonomie, notamment entre l'Europe et la Chine, c'est un premier élément, mais effectivement, je pense que ça va permettre une homogénéisation de tout ça. Et pour finir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'agence de notation? Donc, comme je disais, on fournit des opinions, on fournit aussi de la donnée. Donc, effectivement, on est aussi positionné sur ce nouveau marché qui est en train de se développer de manière importante. On utilise les nouvelles technologies justement pour accélérer le besoin croissant de couverture et de périmètres de données qui sont couvertes. Et puis, du coup, on complète toutes les données qui sont rapportées par des analyses et des modèles qui permettent d'avoir des proxys permettant de couvrir l'ensemble des besoins. Voilà, en deux mots, comment des agents de notation comme VIE peuvent se positionner sur ces sujets-là. Ok, bah merci beaucoup, Émilie, c'est hyper intéressant. Bon, là, on a eu le temps un peu de faire un petit tour du sujet, et notamment, Émilie, sur ce que tu disais sur d'avoir la plus grosse couverture, etc. Quand on parle d'aller récupérer de la donnée extra-financière, bah, il y a certains périmètres qui sont un peu plus difficiles à aller chercher, notamment par exemple le private equity, donc les gestionnaires d'actifs dans le private equity qui peuvent témoigner que c'est compliqué, c'est un casse-tête d'aller chercher cette donnée extra-financière. Et du coup, Noël, toi, à travers Zeil, tu réponds bien à cette problématique. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce sujet?
Alors, le son a coupé, Maxime, sur les dernières 30 secondes. Au moins, la caméra est revenue. Tu me dis Ouais, comment récupérer nous avons plein de problèmes techniques, mais nous allons passer au-delà de tout ça et nous allons continuer ce sujet hyper intéressant. Donc voilà, j'abordais le sujet du private equity, Noël. Et je voulais savoir, toi, justement, chez Zeil, comment tu traites cette question d'aller chercher la donnée extra-financière sur des entreprises d'un peu plus petite taille qui font tout leur sens sur le marché de la gestion d'actifs aujourd'hui. Oui, alors en effet, c'est là-dessus qu'on s'est plutôt spécialisé. Pour les entreprises cotées, la donnée, elle existe sur en effet des bases de données. Le problème qu'on a avec les entreprises plus petites, et donc le souci qu'ont les fonds d'investissement qui investissent dans des entreprises qui sont non cotées, c'est que l'information n'existe pas encore dans les bases de données, elle n'est pas standardisée, et surtout, les entreprises à qui on demande ce genre d'informations, notamment des startups en croissance, elles perçoivent ça vraiment comme une contrainte. Et j'ai eu le retour de plein de fonds d'investissement qui me disaient on envoie notre référentiel ESG sur un Excel ou un Typeform ou certaines plateformes spécialisées. Mais si une entreprise ne voit aucun ROI à quelque sorte cette démarche, en général, on a des taux de réponse qui sont de 10 à 20%. Et parfois, ils ne vont pas forcément tout mettre à jour d'une année à l'autre. Donc là, aller récupérer l'information, c'est chronophage, c'est perçu comme une contrainte du côté de l'entreprise. Et c'est quand même assez peu efficace, on va dire, aujourd'hui. L'autre problème qu'on a, c'est que aujourd'hui, les référentiels ESG purs et durs qu'on a pour les entreprises non cotées, on reste en effet sur de l'ESG. On ne parle pas d'impact. Et Paul en parlait tout à l'heure, l'ESG peut être commun à tout le monde. Les émissions de CO2 en volume, en vente, ça peut être, est-ce que j'ai une politique d'achat responsable, est-ce que j'ai une politique de réduction de la consommation d'eau, c'est une chose. Parler d'impact, là, on parle du core business, on parle du produit ou service qu'il faut réussir à transformer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en commun à tout mon portefeuille. Si jamais j'ai dans mon portefeuille une entreprise du transport, les critères d'impact seront complètement différents d'une entreprise qui fait des cosmétiques, du textile ou une néobanque. Donc il y a ces deux problèmes, c'est dur d'aller chercher l'information et c'est dur d'avoir une donnée qui soit comparable avec un Excel unique pour tout le monde. Là où Zeil intervient, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'est pas poussé comme un outil de collecte d'informations, qui est perçu comme une contrainte, on est poussé comme une plateforme et un programme qui va accompagner l'entreprise dans sa démarche, grâce à notre algorithme qui va identifier les enjeux, RSE et impact, grâce au pilotage à la progression, et grâce à ces profils publics, encore une fois, pas très transparents, complètement ouverts, qui peuvent être dévoilés à n'importe qui, et qu'on partageait via des QR codes affichés sur mon produit, sur mon kakémono, sur mes flyers, et plein d'autres outils de communication qu'on met à disposition pour le grand public. Donc quand le fonds d'investissement va inviter son entreprise, elle va lui dire « rejoins notre programme, rejoins notre écosystème, notre réseau sur Zeil, et tu vas pouvoir non seulement comprendre tes enjeux, progresser, et le communiquer pour gagner des parts de marché, pour attirer des talents, motiver tes talents actuels. Et quand on sait qu'une entreprise qui fait de la RSE est en général 13% plus compétitive qu'une entreprise qui n'en fait pas, sur les chiffres de 2018 de France Stratégie, on voit que pour un fonds d'investissement, c'est clé de pouvoir accompagner les boîtes là-dessus. Donc l'entreprise vient sur Zeil à la base pour bénéficier du ROI potentiel, mais elle en profite pour renvoyer les informations au fonds d'investissement. Et donc les taux de retour qu'on a par rapport aux Excel qui sont envoyés habituellement sur l'ESG pour les fonds d'investissement, ils sont beaucoup plus importants. On est de l'ordre, on est entre 60 et 90% des répondants en général. L'autre plus-value majeure, c'est qu'on permet de compléter la brique commune de l'ESG avec des données, alors en général c'est des données plutôt absolues comme disait Paul, on n'est pas sur des données relatives. Zeil complète cette partie-là avec notre algorithme qui va identifier vraiment les indicateurs d'impact les plus pertinents pour chaque entreprise. Il y en aura entre 2 et 4 qui seront vraiment clés pour chacune des boîtes. Ce ne sera pas forcément consolidé dans un Excel unique pour le fonds d'investissement. Par contre, elle pourra identifier pour chaque entreprise quelle est la donnée d'impact majeure, là où elle en est. Et on ne sera pas sur uniquement une donnée absolue. Sinon, on peut faire de l'impact washing, encore une fois, comme disait Paul. Mais on sera sur une donnée plutôt relative. Part de ma gamme qui va être durable plutôt que le nombre de produits que j'ai vendus qui sont durables. Simplement pour finir sur cette thématique-là, aujourd'hui, si Uber communique sur le fait qu'ils ont 1 million de voitures électriques, ça paraît dingue. Waouh, 1 million de véhicules électriques sur la route, trop bien. C'est une donnée absolue. On relativise ça au nombre de véhicules Uber, c'est 0,1%. De l'autre côté, on prend Marcel Cab, qui est un VTC parisien, 50% de leur flotte est électrique, mais ça représente que 500 véhicules. Si on communique des chiffres absolus, le nombre de véhicules électriques que je mets sur la route, c'est sûr qu'Uber a l'air beaucoup plus impactant
que Marseille. Si on rapporte ça au relatif, c'est 50% de la flotte vs 0,1% de la flotte. Et donc, on vient rapporter cette relativité de l'information d'impact qui vient compléter la donnée absolue pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact washing, que ça soit dans la remontée de l'information au fonds d'investissement, mais aussi dans la communication externe pour éviter tout type de greenwashing. Et donc, super. Vas-y. Vas-y Noël, super, on te laisse continuer si tu as encore quelque chose à ajouter. Simplement pour finir là, sur la partie fonds d'investissement, n'importe quel fonds peut créer son propre écosystème, son propre référentiel ESG pour suivre sa communauté, voir comment est-ce qu'ils évoluent. En plus de la partie profil ZEI avec des critères d'impact. Donc, on peut garder la main sur son interface. C'est presque de la marque blanche et ça permet d'avoir son petit écosystème qu'on va pouvoir suivre. On va pouvoir inciter à progresser sur là où l'entreprise est un peu à la traîne. Et on va surtout pouvoir aider l'entreprise à communiquer, à valoriser sa démarche directement via la plateforme. Génial, merci beaucoup Noël pour toutes ces informations complémentaires. Alors, je suis de retour moi aussi, j'ai moi-même des problèmes de connexion, c'est un compliqué webinaire aujourd'hui sur le plan technologique, il y a des jours moins faciles que d'autres. En tout cas, on va essayer d'enchaîner tant bien que mal malgré les quelques soucis sur une question un petit peu plus ouverte et en fait ouvrir cette partie de webinaire rapidement à un sujet en fait un petit peu plus large qui est celui de l'avenir de la donnée extra-financière. On va prendre un format un petit peu plus table ronde puisqu'on va vous laisser débattre et discuter de votre sentiment sur le sujet, de votre regard un peu plus prospectif entre les questions de la technologie big data, entre l'intelligence artificielle qui peut peut-être aider à faire pas mal de choses, entre les questions aussi de standardisation au niveau français, européen, peut-être un jour mondial. L'idée, ça va être de discuter et de percevoir un peu vous qui êtes au quotidien dans cette question de données, comment vous voyez le monde demain, vers où vous pensez qu'on va tendre finalement, et on va se laisser peut-être entre 5 et 10 minutes pour discuter, pour vous laisser en tout cas discuter tous les trois de ce sujet-là. Et ensuite, on attaquera la partie un petit peu plus questions-réponses, puisque je vois qu'on a des participants qui ont déjà posé pas mal de questions. Donc, au choix, à celui qui souhaite démarrer sur le sujet suivant, effectivement, donc quel avenir pour le marché de la donnée extra-financière je laisse celui qui le souhaite la joie de démarrer et de nous donner un peu son sentiment. Et je pense au choix que ce sera un messieurs parce que Émilie a l'air d'avoir encore des soucis de micro. Donc, Noël ou Paul, le temps qu'on récupère Émilie. Paul, je pense que le sens de l'histoire est assez clair et tracé. D'abord, il y aura, c'est pas que savoir si, il y aura un standard en termes de présentation des données extra-financières. Ça, c'est écrit dans le ciel. Et malheureusement, ça ne sera pas nécessairement le Minitel à la française, je le dis souvent, ça va être à l'international. Il ne faut pas que les Français fassent la même gaffe. Puis je suis avec nos clients, sont tous Français, on leur dit souvent ça en gag, qui est difficile parce que des fois, ils ne trouvent pas ça drôle. Mais le Minitel était super comme technologie, mais malheureusement, ce n'était pas un modèle ouvert, ce n'était pas un modèle évolutif. Et aujourd'hui, on en parle comme dans les livres d'histoire. C'est le protocole Internet qui a prévalu. De la même manière, ça va être un protocole qui est évolutif, ouvert, consensuel et international. Et il existe ce standard d'un bilan d'impact, de relativiser, comme Noël insistait, je ne peux pas insister plus que Noël le fait, sur une donnée absolue ne veut absolument rien dire, il faut la relativiser. L'exemple de Uber est un très bon exemple, mais on pourrait donner L'Oréal, on pourrait donner Total, où on prend des données absolues qui ont l'air faramineuses, mais on regarde l'ensemble de l'œuvre et c'est assez désastreux en termes d'impact. Ça, c'est la première chose. Standard, universel, comparable et évolutif. Parce qu'on a beau avoir des dizaines de méthodologies qui soient sur notre site web, dans la réalité, dans la vraie vie, ce n'est pas transparent parce que c'est pas vrai que tout un chacun va aller étudier la méthodologie de Mirova, la méthodologie de DNCA, la méthodologie. C'est pas vrai, ça n'existera pas. Donc ça, c'est la première chose qui est le sens de l'histoire. La deuxième chose qui est assez importante à comprendre, c'est que la rigueur va augmenter et ça, c'est intéressant de voir qu'on converge tout vers la même direction, qui va avoir justement cette approche de mettre en place des aspects qui sont techniques du type la double matérialité, du type bien différencier la mitigation d'impact négatif et la matérialité de ceux-ci, c'est-à-dire l'importance de ceux-ci par entreprise, relativiser les chiffres
pour pas qu'il y ait de greenwashing, pour qu'on comprenne, regarder l'ensemble de l'équilibre de tous les ODD, qui est le langage commun, et aussi regarder les impacts positifs et en faire une analyse qui soit aussi quantitative et relative pour qu'on puisse comprendre l'évolution de la transformation des modèles d'affaires. Ça, c'est le sens de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la convergence vient aussi des régulateurs qui vont dans ce même sens, même si c'est très partiel et c'est très incomplet, que ce soit les SFDR, que ce soit la taxonomie qui se concentre sur une petite partie de l'environnement, ce sont tous des pas dans la bonne direction et qui vont aller vers beaucoup plus de rigueur et qui est celle d'un bilan d'impact global. Alors ça, c'est les deux éléments qui sont hyper importants, qui feront en sorte que tout acteur, tout émetteur, c'est pas nécessairement à cause de la régulation, mais pour avoir le droit d'opérer, le social acceptance pour opérer, pour avoir des prêts, pour avoir des investisseurs, pour avoir l'acceptation de ses consommateurs, devra montrer patte blanche et publier ses états financiers et ses bilans d'impact. C'est le sens où l'histoire nous amène, ce qui est une excellente chose et où on travaille tous dans cette direction. Okay, merci beaucoup. Je peux rebondir peut-être sur ce qui vient d'être dit? Oui, bien sûr. Oui, bon, désolé. Hein. Bon, normalement, il y a tout qui est là. Bon, en termes d'avenir, et pour rebondir sur ce qu'il disait Paul, je pense qu'effectivement, l'homogénéité et la comparabilité des données, ça va se faire, mais sur un périmètre de données qui va être limité par nature. Parce que avoir des données comparables qui soient publiées par les entreprises, en fait, ça va nécessairement se faire sur un périmètre de données qui sera limité. Et donc, du coup, ça ne couvrira pas tous les besoins du marché. Et donc, effectivement, l'avenir, de toute façon, est à la donnée. Ça, je pense que pour répondre à la question, je pense que très clairement, tout le monde est d'accord pour dire que le marché va évoluer. Je crois qu'il y a certaines études, il y a une étude UBS qui est sortie en début d'année dernière qui estime le marché de la donnée à 2 milliards de dollars cette année, mais il compte le doubler d'ici 2025. Donc, on est sur une tendance clairement positive. Et qui va toucher pas seulement les fournisseurs de données, mais toute la chaîne, en fait, dans le marché financier, les banques, les assurances, etc. La crise du Covid va booster ce marché-là et va essayer également, je pense, le pousser vers des thématiques qui ne sont pas forcément correctement appréhendées aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché financier aborde ces sujets-là principalement à travers l'angle gouvernance, mais ça va aller de plus en plus vers d'autres thématiques dont l'environnement est déjà là, mais vers le social également. Et donc, du coup, selon moi, effectivement, ce marché va bouger sur de la data, justement, pour pouvoir servir non seulement des pratiques d'investissement qui vont aller sur des choses très fondamentales qui seront exigées par les différentes réglementations qui sont en cours, mais que ça ira également sur d'autres horizons qui vont être nécessaires justement pour pouvoir servir l'ensemble des pratiques d'investissement qui vont sur l'engagement, qui vont sur beaucoup de problématiques en fait qui sont aussi importantes de couvrir, même si la donnée n'est pas accessible aujourd'hui. Voilà. Ok, merci Lily. N'hésitez pas à réagir. Hein. C'est un débat. Paul, Noël, peut-être ta vision aussi, tu vas pas forcément partager, n'hésite pas. Je suis assez d'accord avec ce que Paul et Émilie ont dit, donc je ne vais pas forcément répéter certains éléments. Je pense qu'en effet, c'est plutôt les ODD qui vont être pas le référentiel commun, parce que ce n'est pas un référentiel. Les ODD, c'est plutôt une catégorisation des enjeux, des indicateurs. Ouais. Un langage commun, ouais. Ouais, un langage commun, ouais. Je pense que on va rentrer dans une donnée extra-financière qui sera beaucoup plus adaptée à chaque entreprise. Il n'y aura pas un seul référentiel de 300-400 critères, ça va être vraiment des indicateurs adaptés à chaque entreprise, quelle que soit la taille ou le secteur. Et pour moi, la grande évolution que je vois, mais je ne suis pas certain de ce que je dis, et je pense que Paul et Émilie, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi et d'expertise que moi sur ce sujet, mais pour moi, l'augmentation de l'intérêt pour l'ESG et l'impact des fonds, de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux fonds. C'est en train de s'accélérer depuis 2-3 ans parce que l'impact et la RSE, de manière globale, est en train de devenir un sujet majeur pour toute la société. Les consommateurs, les talents, c'est vraiment un mouvement de fond, c'est un mouvement qui est structurel. Et je pense que l'avenir de la donnée extra-financière sera une donnée qui sera, je ne vais pas dire en open source, mais qui sera le plus transparent possible. Je vois plus un modèle à la Yuka, où la donnée est accessible pour tous et qui permet à chacun de prendre des décisions, émerger, plus qu'un modèle où Bloomberg, où certains détiennent la donnée et la vendent à certains fonds. Je pense que les
détenteurs d'informations seront des experts dans le traitement de la donnée, mais que la donnée brute, et pourquoi pas la donnée relative, deviendra de plus en plus open source, je pense, dans les prochaines années. Oui, si je rebondis sur ce que tu dis, Noël, absolument. La donnée brute actuellement, qui est ce qu'on appelle la donnée G ou les données publiées, vont aller vers du open source pour qu'elles soient publiables. Ce qui sera la valeur ajoutée, c'est-à-dire un peu ce qu'on fait chez Impact, c'est une couche de valeur ajoutée, de structuration, de relativisation selon une méthodologie très rigoureuse qui fait qu'il n'y a pas d'interprétation. De même manière qu'un auditeur financier, pourquoi on embauche un audit? Parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est ce que le marché exige. Et tous les auditeurs, même si ils ont les mêmes approches, le même IFRS, la même méthode de présentation, vont ajouter une couche interprétative et de rigueur tant qu'à la présentation. Un peu la même chose dans l'impact. Je pense il faut avoir absolument la même approche de présentation et ça va s'appliquer, je suis pas tout à fait d'accord avec Émilie sur cet aspect-là, sur les autres, je suis assez d'accord, mais tous les données vont pouvoir se mettre dans une approche de présentation qui soit rigoureuse, c'est-à-dire la comparabilité, le why, le where, le who, le what, le how much, l'évolution, peu importe la donnée. Puis on va ajouter dans le monde de l'impact aujourd'hui un des critères qu'on n'a pas, qui va évoluer. On a le E, l'environnement, le social, la gouvernance, mais il y aura aussi la culture. Ça, c'est un autre point auquel moi, je tiens beaucoup. La culture, c'est un aspect qui est important dans l'impact et qui va, dans les innovations dans ce secteur-là, du type Triodos Bank, entre autres, ou le chantier de l'économie solidaire ici au Québec, ils ajoutent cet aspect culture. Mais tous ces aspects-là, qui sont des données, peuvent toujours être comparés s'ils sont mis dans une présentation qui soit relativisée et qui soit pondérée avec une approche similaire qui puisse être comparée par la suite. C'est ce que je pense, mais tu as raison, Noël, je suis convaincu qu'il y aura une grande partie des données brutes qui devront être en open source aujourd'hui, qui n'est pas le cas, mais qui va dans cette tendance-là absolument. Et il y aura des entreprises comme les nôtres qui va donner une couche interprétative qui est assez importante parce que c'est ça la vraie valeur ajoutée, la relativité pour pouvoir aussi raconter l'histoire qui tienne la route et qui soit tout aussi rigoureuse. Justement, du coup, Émilie, je vais peut-être vous laisser rebondir te laisser rebondir là-dessus. De la donner en open source demain pour Vigeo, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est des choses. Oui, une fois de plus, je suis d'accord avec Paul, avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que nous, c'est la première étape avant de donner une opinion, c'est-à-dire que notre opinion, elle repose sur de l'information et sur la data. Donc, en fait, ce travail d'homogénéisation, de relativisation de la donnée, en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, sauf que la donnée n'était pas, une fois de plus, c'est la donnée fragmentée aujourd'hui. Donc, il y a tout ce travail qui est nécessaire, qui permet d'une part de filtrer l'information, parce que toute donnée n'est pas forcément pertinente à analyser quand on le regarde avec un objectif qui est de donner un avis sur la performance. Donc, c'est le premier niveau, la filtrer, puis après la rendre comparable. Donc, effectivement, c'est un travail qui est nécessaire. Là, ce qui change aujourd'hui, c'est que la donnée en open source, ça peut se faire effectivement sur un certain nombre de données qui vont devenir maintenant une norme et un standard. Donc, c'est toutes les régulations qui sont en cours. Encore faut-il que ça arrive. Donc, j'attends de voir effectivement si ça va effectivement aboutir, parce qu'on sait voilà, le coût que ça peut avoir. Donc, qui voudra investir justement pour que ça soit... que ça sorte de manière avec la qualité qui est requise justement derrière. Donc ça, on verra dans les années qui viennent comment ça peut évoluer. Mais effectivement, c'est une étape qui est indispensable et qui permet derrière, après, d'avoir un autre niveau d'analyse qui correspond soit pour un gestionnaire d'actifs à appliquer sa propre politique, soit pour une agence de notation à poser une opinion justement sur de performance, de prévention des risques, soit pour une entreprise comme celle de Paul d'évaluer l'impact. Mais donc, cette étape-là, elle est effectivement nécessaire avant d'appliquer un modèle, en fait, qui va dire quelque chose sur cette donnée. Donc, plutôt d'accord. Simplement, peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Émilie, je pense qu'aussi l'acteur ou les acteurs qui deviendront un petit peu les référents seront ceux dont la méthodologie, justement, de traitement de l'information, de scoring, seront les plus transparents possibles. Je pense que les méthodologies un peu boîte noire, où on dit peut-être le CO2, le climat, et ça fait un score de temps, sans savoir quel algorithme il y a derrière, quel modèle de calcul. Donc pas transparent. Je pense, il pourrait être très efficace, mais par contre, comme c'est pas transparent, il y aura toujours la défiance.
il y aura toujours Oui. des retours un petit peu négatifs. Je pense que le ou les systèmes qui prendront vraiment les parts de marché seront ceux où la méthodologie sera le plus transparent possible. Alors, je sais que pour certains acteurs, ça va être un peu compliqué parce que c'est un petit peu toute leur R&D et que leurs investisseurs ne seront pas complètement d'accord avec ça. Mais je pense que... Mais ça va arriver, hein. C'est-à-dire que la régulation des agences... L'Europe vient de consacrer l'existence des agences de notation extra-financières, en fait. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe et nous, on l'accueille avec grand plaisir. C'est-à-dire ça fait tellement longtemps qu'on opère et qu'on est un peu un ovni sur le marché, donc c'est vraiment bien d'avoir ce genre de choses. Et ça fait depuis qu'on existe, en fait, effectivement, qu'on travaille à expliquer ce qu'on fait, à être transparent et à appliquer des standards, en fait, qui n'existent pas pour nous. C'est-à-dire que les agences de notation financière, elles sont régulées, elles ont un certain nombre de contraintes de communication et elles sont supervisées. Nous, on existe, on est un peu en ovni. Donc, même malgré toutes les pratiques qu'on peut faire, effectivement, ça fait seulement 2 ans, en fait, que l'Europe a identifié que ce genre d'agence existait. Donc, c'est génial. Et maintenant, effectivement, on sait que les prochaines étapes, ça va être d'avoir un certain nombre de contraintes qui s'appliquent à nous et sur lesquelles, effectivement, on est complètement ravis, justement, d'avoir ce type d'approche. Et effectivement, comme tu dis, le fait d'être transparent sur, en gros, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que nos scores veulent dire, sur quoi ils reposent et quel est l'algorithme qui permet d'arriver à ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui disponibles et qu'on communique de manière large auprès de nos clients, des prospects avec lesquels on travaille. Peut-être, je vais rebondir un peu parce qu'il y a plusieurs questions que je vois dans le chat et il y a 2 choses qui me... Il faut être clair. Cette méthodologie de comment faire une analyse d'impact existe. Elle est consensuelle et elle est internationale. Elle existe. Cette transparence, même si on met sur notre site web notre propre méthodologie, ce n'est pas de la transparence parce que s'il y en a 20 000 à étudier, ça arrive, ce n'est pas ça la transparence. La vraie transparence, c'est de s'unifier et d'utiliser une approche de relativisation pour raconter la même histoire. Et cette approche existe. Elle est embrassée par des grands du type Société Générale, Natixis, AXA, BlackRock, etc. Elle s'appelle l'IMP, l'Impact Management Project. Alors, quand on parle de relativiser, de raconter, c'est cette méthodologie qui est en train de facto devenir l'IFRS. Et alors, j'insiste, c'est pas qu'elle n'existe pas, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il va y avoir la réelle transparence? C'est que tous les acteurs, incluant Vigeo, incluant ZI, s'approchent et se l'approprient pour effectivement ensuite utiliser des techs ou, comme on a fait, nous, bâtir un score qui est basé sur cette méthodologie qui est transparente. Alors, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a beaucoup de confusion, encore plus spécifiquement en France, où on se dit, oui, mais ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. Et les acteurs avec qui on travaille, nous, c'est des gros acteurs financiers qui ont accepté et ont fait ce choix d'adhérer à cette méthodologie parce qu'elle est universelle, transparente, et elle existe. Cette méthode de relativiser existe. Alors, je veux être hyper clair pour ceux qui nous écoutent et pour vous aussi, elle existe. Il faut s'y joindre. C'est ce que je crois. C'est si on veut vraiment que les choses avancent, cette transparence passe par une approche similaire de présentation et de relativisation. Et ensuite, on peut développer nos outils qui sont propres puis pour bâtir notre entreprise, quoi. La méthodologie, ça, on est d'accord, mais Paul, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Impact, vous avez bien un score final qui est basé sur votre formule. C'est-à-dire que oui, mais elle est basée sur une technologie qui est transparente. Et ce score, on a dit, voici les données qu'on a prises sont sur l'IMP, qui est comment faire un bilan et une analyse d'impact qui est rigoureuse, qui est la plus rigoureuse sur le marché. Puis on a bâti un score par-dessus qui, elle aussi, elle dit, voici comment on l'a bâti ce score-là, on donne la recette et voici pourquoi il est utile et il est fort. Et il y aura d'autres agences, il y aura d'autres entreprises qui vont bâtir des manières d'interpréter différentes pour faire des produits. Absolument, c'est normal. Mais je pense que la base, comme si les agences de notation financières n'avaient pas des IFRS sur lesquels se baser pour bâtir leurs produits. C'est la même analogie. Ça ne tient pas la route. Il faut que l'IFRS soit là. Puis là où je suis absolument d'accord avec Émilie, il est temps effectivement que les régulateurs puissent réguler les agences de notation extra-financière pour justement aller dans cette direction d'une transparence à l'international sur une méthodologie
commune. Et ensuite, nos produits sur lesquels on se bâtit, ben oui, c'est les nôtres, sont différents. Il y aura peut-être différents scores, différentes échelles, ce que vous faites, mais complémentaires. Alors, si on utilise une même méthodologie à la base, moi, je vais pouvoir utiliser ce que vous faites chez Zey, qui règle un gros morceau du problème, effectivement, l'accessibilité des données dans les entreprises privées, pour qu'on puisse faire notre schmilblick puis bâtir sur du concret, quoi. On est d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est partagé par toutes les plateformes et les organismes de notation. Je prends un exemple, Ecovadis. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Ecovadis ici, mais désolé si c'est le cas, mais Ecovadis, ils ont leur recette et il y a aucune... on connaît à peu près les questions, mais il n'y a pas de transparence sur le méthode de calcul qu'il y a derrière. Et ce modèle-là, je pense que tous les acteurs vont aller vers cette transparence, à la fois sur la méthode, mais aussi sur la formule qui est derrière. Comment est-ce qu'on arrive d'une méthodologie oui, tout à fait. à un score final? Tout à fait. Mais je pense mais c'est normal, je ne veux pas, excuse-moi, mais Émilie, je ne veux pas défendre Ecovadis, mais c'est normal qu'il y a 15 ans, 20 ans, où il n'y avait rien qui existait, il fallait essayer de faire des choses et débuter avec une méthode qui soit maison. Mais on n'est plus là aujourd'hui dans l'histoire. Je pense que là, parle de deux choses, tu abordes deux sujets différents derrière la méthode, en fait. Une fois de plus, il y a deux étapes. Il y a effectivement la capacité qu'on peut avoir à pouvoir avoir des méthodes de collecte d'informations et de données, une manière d'homogénéiser ces sujets-là qui, effectivement, peut relever de standards qui existent. Et ça, je suis complètement d'accord. Et effectivement, à partir du moment où il y aura une manière globalisée de pouvoir apporter ces informations de manière comptable par les entreprises, et je pense qu'il y a des choses qui évoluent dans ce sens, ça va bénéficier à tout le monde. Et après, au-delà de ça, comme vous avez votre manière de scorer ces données, différentes agences ont différentes manières de scorer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur les agences de notation financière, les méthodes qui sont appliquées sont les mêmes. C'est-à-dire que chaque agence utilise le même set de données, a accès aux mêmes informations, mais derrière vont avoir une opinion et un rating, en fait, qui va être adapté à leur propre approche. Et c'est cette approche-là sur laquelle il faut être transparent. Il y a deux niveaux de transparence. Il y a la donnée, et après, la manière dont cette donnée peut être interprétée dans un modèle sur lequel il faut effectivement apporter de la transparence. Et voilà. Et après, je pense que les utilisateurs de ces ratings, ils doivent les utiliser de manière éclairée, c'est-à-dire en ayant en tête effectivement quelles sont les spécificités de chacune de ces méthodologies et qui, du coup, qu'ils l'achètent ou qu'ils ne l'achètent pas. Enfin, après, c'est libre à eux, en fait, d'être confiants ou d'être à l'aise avec la manière dont ces données-là sont consolidées et sont... ils sont intégrés dans une opinion, en fait, qui veut dire quelque chose. Et après, c'est à eux de voir si, effectivement, ça passe ou ça passe pas. Donc, je pense qu'en fait, on aborde à travers un même mot différents sujets. Oui et non. Je dois être dans désaccord. J'explique, puis on va faire la comparaison avec la finance. Je suis une entreprise, j'ai un chiffre sur mon inventaire. C'est un chiffre. Ce chiffre-là, pour qu'il soit accepté par le marché financier, doit être mis dans un bilan financier qui est hyper strict. C'est pas un chiffre que je peux juste lancer. Voici mon inventaire est de X et mon turnover d'inventaire est Y. C'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un bilan financier qui soit audité et qui soit rigoureux et interprété et relativisé de la même manière à l'international. Et une fois que ça s'est fait, ce bilan financier, là, on peut faire des scores de rating, crédit, etc. Alors, aujourd'hui, on n'est même pas... D'abord, on a le chiffre qui est l'inventaire. C'est de ça qu'on parle. Et là, moi, ce que je parle, c'est l'IFRS pour donner la donnée ESG, c'est l'IMP. Elle doit être standardisée et on est loin du compte encore. Et une fois que l'IFRS est interprété, là, on peut bâtir une histoire ou un score ou faire de l'interprétation. Mais on n'est même pas à la deuxième étape d'avoir structuré la donnée qui est requise selon les règles de l'art et la rigueur de la relativité, de la matérialité, de la double matérialité, des impacts positifs, des impacts négatifs. Alors, c'est deux choses. Donc, prenons la finance, la donnée qui est mon inventaire, mon turnaround, la présentation dans un état financier qui est rigoureux, qui est international, c'est là de ce dont je parle. Et ensuite, on fait un score. Alors, nous, on aborde cette partie-là, l'IFRS. C'est de l'IFRS que je parle ici.
Alors ça, c'est hyper, hyper important et c'est là le grand défi des 2, 3, 4, 5 prochaines années. Oui, mais je pense qu'on est d'accord. Ouais. Ah bon, Alors, ok. je vais devoir, bon, c'était très passionnant, très véhément, etc. Je vais devoir passer aux questions, parce qu'on a pris un peu de retard au début. Donc, d'habitude, on entame les questions plutôt vers 50, 55. Donc, je vais commencer. Une question peut-être un peu plus pour Émilie, mais les autres, n'hésitez pas à partager votre point de vue. C'est une question qui nous vient d'Emmanuel, donc Emmanuel qui a déjà animé un webinaire avec nous d'ailleurs. La question est-il bon pour l'ESG en Europe que presque toutes les agences de notation ESG européennes soient rachetées par des agences de notation financière anglo-saxonnes? Nous avons des critères différents sur beaucoup de critères. Voilà. Est-ce que Émilie, je pense Émilie peut-être est plus apte à répondre. Toi, Noël, n'hésitez pas également. Et je peux vous en parler en ayant vécu ça de l'intérieur, en fait. Donc, Vigeo, en fait, c'était initialement français. Petit à petit, on s'est développé et vous savez que ça a été créé par Nicole Notat et que Nicole Notat s'est battue énormément auprès du gouvernement, auprès de l'Europe, pour pouvoir faire en sorte que cette agence continue à opérer effectivement sous casquette européenne. Et donc, du coup, le marché ça n'a pas pris. Et donc, du coup, effectivement, pour pouvoir continuer à opérer, on a été obligé, parce que c'est une activité qui requiert énormément d'investissement, on a été obligé de s'adosser à un acteur américain. Et je dirais maintenant, moi qui suis effectivement, j'ai des racines justement dans cette méthode en fait qu'on a développée. En fait, on est un peu le cheval de Troie, et on est en train effectivement de pousser. Pour nous, c'est Moody's, effectivement, à aborder, à intégrer justement ces problématiques et cette vision de l'ESG à travers cette idée européenne, en fait, qui est effectivement poussée par la double matérialité et par tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui, et notamment le pilier social, en fait, qui est aussi quelque chose qui n'est pas aujourd'hui suffisamment mature. Et donc, pour l'instant, ça fonctionne. Hein. Et donc, du coup, effectivement, je sais que ça crée beaucoup de débats, notamment en France internationale, mais je dirais que ce débat, en fait, il est vain, c'est-à-dire qu'on a essayé qu'à chaque fois qu'on on n'a pas eu suffisamment d'appui, je dirais, pour pouvoir continuer. Et je dirais que c'est pas je le vois pas moi actuellement par rapport à ce que je vis au quotidien. Je le vois pas du tout de manière négative parce qu'au contraire, ça nous permet de combiner deux visions et de pouvoir nous pousser justement sur quelque chose qui est pas du tout compris, compris par les anglo-saxons, mais qui permet justement d'avoir une offre qui pour moi va vraiment justement, va pouvoir intégrer les deux approches. Et je pense que c'est dont a besoin les marchés, en fait, c'est effectivement d'intégrer des visions qui peuvent être différentes dans les différentes méthodologies, dans les différents services, surtout qu'on veut mettre en place sur le marché. Donc voilà, pour répondre une réponse courte à cette question, en fait. Ouais, courte et en tout cas intéressant. Et en effet, oui, puisque tu l'as vécu de l'intérieur, c'est que tu es mieux placé que personne pour répondre à cette question. Passons à la question suivante. Bon, il y a beaucoup de questions, donc on n'aura certainement pas le temps de tout traiter. Une question pour Zay, donc pour Noël, est-ce que tu nous entends? Je vois que tu as coupé ta caméra. Est-ce que tu es toujours là? Oui, c'est bon. Ok, donc quand le client, donc l'entreprise intègre des données sur Zay, sont-elles utilisables de manière brute par les fonds de private equity? Ou est-ce que tu leur fournis que des scores, etc. Est-ce que tu peux leur fournir de la donnée brute à haut niveau? On ne fournit pas de score pour les... Enfin, à part les scores Zay qui sont publics, nous, on ne fournit que de la donnée brute. Ça peut être de la donnée en nombre, tonnes de CO2 émises par l'entreprise sur l'année ou par vente. Ça peut être des données relatives, part de ma gamme qui est durable. Bien sûr, ça dépend du type de produit. Donc, on a des critères plus précis. Ça peut être des oui-non. Est-ce que j'ai une politique d'économie d'eau? Donc, les données que veut récupérer le fonds, c'est le fonds qui décide. Donc, il crée son propre référentiel ESG ou impact. Et nous, on lui fournit en effet ces données brutes. Ensuite, s'il veut faire son propre scoring interne, on ne va pas le faire pour lui. Nous, on lui permet simplement d'aller télécharger les données en CSV ou via API pour l'intégrer dans un autre système de traitement. Ça peut être du reporting 21, ça peut être Utelaxia. Donc ensuite, pour le scoring final, c'est le fonds qui décide. Mais en tout cas, nous, le score de données, c'est celui du score Zay. Et tout le reste des données brutes sont 100% transparentes. Et on va même au-delà, c'est que les pondérations, les coefficients et la méthodologie pour chacun des indicateurs est 100% visible, 100% transparente pour n'importe qui. Donc, on peut comprendre exactement comment est-ce que le score a été conçu.
à partir de la donnée brute. Merci beaucoup, Noël, pour cette première réponse. C'est très intéressant. Je vais enchaîner avec une autre question que l'on a reçue et que je trouve assez pertinente. Quelqu'un nous demande comment vous vous positionnez en tant qu'acteur de la donnée extra-financière sur les réglementations qui vont bientôt potentiellement encadrer vos activités. Je pense au dernier rapport de l'AMF qui a alerté sur la question des données estimées, mais aussi la BCE qui potentiellement s'engage à réguler sur ces sujets-là. Alors, comment vous vivez cette évolution réglementaire dans vos propres activités? Quelle est votre position là-dessus et comment vous voyez la réglementation de demain de votre propre secteur? Émilie a sûrement j'ai bien aimé ton intervention, Émilie, tout à l'heure sur la donnée, effectivement, que le fait que vous soyez acheté par des Américains quand vous êtes battu pour être financé en Europe. Malheureusement, je ne peux trop qu'adhérer à ça. Il ne faut pas juste en parler, il faut prendre des actes pour que les annales de notation soient européennes, c'est-à-dire du financement, du réel financement. Donc, fermer la parenthèse. Mais revenir sur la réglementation. La réglementation, c'est comme dans tous les pays, et l'Europe, c'est la même chose pour nous, en tout cas. Elle est en retard, elle est toujours un peu en arrière-coup. Parce que, et donc, elle est loin d'aller assez loin, c'est loin d'être parfait, sauf que c'est une bonne chose qu'elle s'en mêle, parce qu'effectivement, réguler pour s'assurer qu'il y ait de la rigueur, etc., parce que c'est un élément essentiel dans la transformation vers une économie à impact positif. Mais cependant, il faut être très, très clair que toutes les initiatives, que ce soit de l'AMF, c'est des petits pas qui sont loin d'être assez complets, ni par rapport à les impacts positifs et les impacts négatifs, ni par rapport à plein de manières de mettre en musique la méthode, parce que, comme tout régulateur, ils ont beaucoup de lobbies qui vont dans le contresens pour faire en sorte que, effectivement, on n'aille pas trop loin. Alors moi, je suis absolument pour que les régulateurs se réveillent et aillent rapidement vers l'exigence de beaucoup plus de rigueur en termes de disclosing des émetteurs pour qu'on puisse faire notre boulot et qu'ils nous régulent aussi. C'est essentiel. Et que le sens de l'histoire, encore une fois, va vers l'uniformisation, la standardisation de l'approche et qui va permettre ensuite qu'on soit unique, chacun à notre sauce, pour apporter des morceaux de la solution et du storytelling. Mais je pense qu'il faut les pousser. Je ne sais pas toi de ton côté, Émilie, mais nous, on fait beaucoup de lobby pour qu'ils régulent, pour qu'ils s'éduquent sur les prochaines générations. Et c'est très long, c'est très dur, c'est une grosse machine, que ce soit l'ESMA, que ce soit l'AMF, que ce soit les régulateurs. On voit le SEC aussi qui se réveille. Ils se réveillent puis ils veulent réinventer l'eau chaude. Ils leur disent non, ça existe. Il ne faut pas réinventer la roue, ni l'eau chaude, ni les boutons à 4 trous. Ça existe. Alors, c'est un peu le combat. Alors, on les welcome to the regulators, mais suivez-nous, on sait de quoi on parle. Alors ça, je pense qu'Émilie, tu vas avoir de quoi parler aussi sur cet aspect. Oui, j'en ai déjà parlé un peu auparavant. Premièrement, nous, ce qu'on cherche depuis plus de 30 ans maintenant, c'est d'être reconnu. Donc, on était un peu un ovni et maintenant, on est reconnu officiellement comme un acteur de marché. Donc, déjà, ça, c'est une première victoire. Mais vous voyez qu'on se limite de pas... on se limite de pas grand-chose, mais c'est déjà une première étape. Effectivement, on contribue et on pousse pour qu'il y ait une forme de régulation pour que, une fois de plus, que cette reconnaissance elle soit formalisée et que du coup, ça permette aussi au marché de s'approprier ces thématiques de manière plus forte. Et le dernier point que je voulais mettre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de régulation qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire que depuis que IRIS existe, en fait, on travaille justement sur toutes les problématiques qu'on aborde là, donc la transparence des méthodes. On se fait auditer de manière volontaire par un tiers externe tous les ans justement sur la méthodologie, la transparence, les process qu'on applique dans notre référentiel. On est une des seules agences à le faire. Mais pour nous, c'est juste un alignement avec ce qu'on fait aussi pour les autres entreprises, en fait. Donc, pour moi, je le vois positivement. Je vois ça comme... ça devait arriver à un moment donné. J'espère que ça va arriver assez vite. Le marché est assez mature pour que ça avance. Et puis l'autre chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on travaille avec Moody's, eux, ils ont cette expérience-là. Et donc, du coup, je pense que ça peut nous aider aussi à aborder ce sujet-là de manière adaptée, parce que forcément, on n'a pas du tout les mêmes marchés, mais ça nous permet aussi de mieux connaître en fait ce que des agences comme l'ESMA peuvent
peuvent attendre et du coup, nous préparer en anticipation sur des sujets en fait qui pourront potentiellement être assez lourds pour des petites agences de notation. Donc ça, c'est là où je pense il va falloir continuer le lobby, c'est de voir quel va être le périmètre de cette régulation, quels vont être les termes de cette régulation, pour permettre effectivement de répondre à l'objectif de transparence, à l'objectif de réduire le greenwashing, mais en même temps de permettre quand même à ce marché de continuer à innover et à se développer. Et il y a un risque, Émilie. Oui. Juste là-dessus, et moi je trouve qu'il y a un risque, je ne sais pas si tu es d'accord, Émilie, c'est que les grandes agences de notation financière qui nous voient comme des ovnis qui arrivent à l'extra-financier vont vouloir s'en mêler, rendre ça impossible au niveau régulateur. Ça c'est un risque qui est assez réel. Le lobby des agences de notation financière qui ne veulent pas nous voir arriver vont trouver des manières de faire en sorte qu'ils soient les seuls qui puissent être régulés. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse dont il faut être hyper vigilant, que les régulateurs, il ne faut pas qu'ils se fassent savoir à ce niveau-là. Merci beaucoup, Paul. Justement, on va peut-être faire une dernière question et je vais ensuite vous libérer parce que le temps passe et on a encore énormément de questions, mais on va peut-être pas pouvoir y passer 2 heures, malheureusement. Tout le monde a ses contraintes sur l'heure du déjeuner. Pour terminer, peut-être, chacun d'entre vous, je vous pose tous la même question. C'est Laurence qui nous demande à quel horizon, selon vous, est-ce qu'on pourra considérer qu'on est dans un système standardisé, mature? Est-ce qu'on peut considérer qu'on y est déjà? Et si on n'y est pas encore, dans combien de temps on y sera selon vous? Et parce que finalement, et c'est ça qui est pertinent dans sa question, Laurence nous dit, est-ce que du coup, on sera au rendez-vous pour inverser les gros problèmes planétaires ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on se dépêche et qu'on accélère? Qu'en pensez-vous, tous les trois? Vas-y, Émilie. Non. Tu veux pas te lancer non plus. Je vais. Alors, en fait, il y a deux questions dans la question de Laurence. À quel horizon est-ce qu'on aura un système mature sur la donnée extra-financière pour les fonds d'investissement? C'est une chose. Est-ce que ce sera trop tard pour avoir un impact global inversé des problèmes planétaires? Là, on parle pas forcément de la finance. On parle, encore une fois, des consommateurs, des talents, parce qu'on parle de l'offre et de la demande. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un système standardisé pour avoir un impact sur l'offre et la demande. On prend l'exemple de Yuka. Le référentiel, il est quand même assez... il n'est pas scientifiquement parfait. Je scanne du sel, c'est trop salé. Okay. Il faut que ça s'adapte au produit. Mais par contre, Yuka, malgré le fait que leur référentiel soit perfectible, ils ont quand même un impact énorme sur ce que produisent les entreprises et ce que consomment les particuliers. Et c'est ça qui a l'impact. Alors, Yuka, on parle de santé, mais Yuka a quand même un impact énorme, malgré le fait que leur référentiel ne soit pas, qu'il n'y ait pas un consensus aujourd'hui planétaire. Ça sera pareil sur la RSE et l'ESG. Et c'est un peu là-dessus que Zeit se positionne. C'est d'attirer à la fois les entreprises pour faire ce score, mais aussi les consommateurs, les talents et les invests pour utiliser l'information, pour utiliser leur pouvoir d'influence. Et on n'a pas besoin encore d'avoir un consensus mondial à 100%, parce qu'avec les centaines d'acteurs qu'il y a au niveau international, je ne pense pas que ce consensus existe. En tout cas dans les prochaines années, pour commencer à avoir un impact positif. Après, en ce qui concerne les fonds, les gestionnaires d'actifs, ça prendra plus de temps. Ça prendra même peut-être très longtemps. Je pense que Paul et Émilie vous diront que ça n'arrivera peut-être jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour commencer, ou en tout cas pour accélérer le sauvetage de notre civilisation dans les prochaines années. Peut-être pour compléter du coup, très rapidement, effectivement, arriver à un système standardisé, ça voudrait dire que l'ESG ne bouge pas en termes de matière, et on sait très bien qu'en fait les sujets évoluent aussi avec l'innovation, les nouvelles technologies, les nouveaux produits et services qui sont développés. Arriver à une standardisation sur la transparence, ça oui, je pense qu'on y arrive plus vite que ce qu'on pouvait penser, et je pense que là tout le monde est justement côté entreprise, côté investisseur, côté agence de notation, donc l'ensemble de la chaîne en fait est concerné, et c'est un vrai sujet qui je pense est en lead au niveau européen, mais une fois plus, comme je le disais au début, au niveau mondial, ça va prendre du temps. La maturité, elle évolue aussi. C'est-à-dire que l'Europe et la France en particulier, il y a 15 ans, n'étaient pas du tout matures comme aujourd'hui. Et donc, effectivement,
plus les investisseurs s'approprient ces sujets, plus le marché devient mature. Et une fois de plus, la maturité est différente entre les régions. Donc pour moi, le jour, si on parle d'un système complètement mature et standardisé, je pense que ça va prendre encore une bonne dizaine d'années et je ne pense pas de toute façon qu'on aura un standard mondial. On aura une fois de plus un standard mondial dans la transparence. On pourra s'approprier des thématiques qui peuvent être communes, quelles que soient les régions, quels que soient les sujets, mais on aura toujours des spécificités qui feront qu'il y aura une diversité dans la manière de s'approprier ces thématiques et dans les besoins que les investisseurs auront pour les intégrer. Donc, j'essaye de faire court, mais c'est un peu mon avis là-dessus. Super. Et un dernier mot peut-être pour Paul. Oui, si je saute sur... je pense que pour qu'il y ait un changement systémique, encore une fois, de la même manière qu'il y a eu un changement systémique à l'international dans la finance, oui, il va y avoir un IFRS de l'impact qui est aujourd'hui de facto l'IMP, j'insiste, je ne peux pas insister plus, et qui est accepté par des gros joueurs. Donc, ça va arriver. Et ce changement systémique ne peut qu'arriver que lorsqu'il y a cette transparence obligatoire par la présentation de la présentation de ce bilan d'impact. Et ce bilan d'impact-là va permettre justement aux acheteurs, aux investisseurs, aux consommateurs, aux prêteurs, aux États, aux villes de pouvoir moduler soit leur taux d'intérêt, soit leur rendement, soit leur taxation, soit leurs impositions sur non plus le seul bilan financier, la performance financière, mais sur le bilan d'impact. Et aujourd'hui, je pense que combien de temps que ça va prendre, je ne le sais pas. Je suis assez d'accord avec Émilie, ça va prendre une dizaine d'années, mais on est sur ce changement de paradigme. On passe de l'économie surfinanciarisée qui est toxique pour l'environnement et le social. On va vers ce qu'on appelle l'économie d'impact, où tous les acteurs économiques, tous les éléments économiques prendront des décisions, non plus sur le seul bilan financier et aussi sur le bilan d'impact. Et je suis absolument convaincu que c'est un élément essentiel que cette présentation, et j'entendais et on entendait il y a 35 ans la même chose sur l'IFRS, que c'est impossible de standardiser. Ben non, l'IFRS existe aujourd'hui. Est-ce que ça évolue? Bien sûr, ça évolue. Est-ce que les indicateurs sous-jacents à l'IFRS évoluent? Bien sûr, mais ça existe et ça va exister. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajouter cet IFRS et devienne une norme, parce que sans ça, il y aura toujours une manière de contourner et d'éviter et de pas vraiment se transformer. Voilà. Merci beaucoup, Paul. C'est parfait. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois pour cet éclairage et cet échange. C'était absolument passionnant. Je pense que les participants partagent mon enthousiasme sur cet échange. 2 points pour clôturer ce webinaire. Le premier, c'est le thème du webinaire du mois prochain. On abordera le sujet de l'article 29 de la réglementation française, la loi énergie et climat, qui va venir remplacer notre fameux article 173. Et pour discuter de tout ça, on aura normalement l'avocat Mayol Fournier de Saint-Jean et le professionnel de l'énergie Stéphane Is qui seront à nos côtés pour discuter de tout ça. Le second point, c'est le document, l'article de synthèse qu'on a publié hier pour la sortie du règlement Disclosure. On vous le mettra en lien avec le replay et le support de cet événement. Donc, vous le recevrez par email pour ceux que ça intéresse. On a eu des questions sur Disclosure qui ont été posées et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, voilà, pour se faire pardonner, on vous met un article afin que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et on est bien sûr à l'écoute de vos attentes, de vos questions pour les prochains événements. Un grand merci à Émilie, Noël, Paul et Maxime pour ce très bon moment passé ensemble et malgré toutes les contraintes technologiques qu'on a pu avoir aujourd'hui, on a survécu, chers amis, j'en suis ravie. Merci à tous et du coup, écoutez, longue vie à la donnée extra-financière après un débat, je crois qu'on peut clôturer comme ça. Encore 30 ans, Émilie, encore 30 ans. Je pense, effectivement. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à nos participants. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et j'ai hâte de vous retrouver à partir du mois prochain pour de nouveaux sujets quelque part entre la data et le réglementaire, comme toujours. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Salut, à bientôt. Sarah, Noël. Bye bye. Merci à tous, à bientôt.